Bonjour Philippe Granarolo, nous sommes à quelques instants de la présentation de votre cycle de conférences à l'UTD de hier et nous sommes heureux de partager avec vous ce moment. Et alors justement à ce propos, le lien entre la philosophie, la vie quotidienne, vous êtes professeur émérite de philosophie à Cagnes et en particulier docteur d'État, spécialiste de Nietzsche. Vous écrivez des livres indispensables sur ce grand philosophe allemand. Quel regard portez-vous à travers vos conférences sur le lien qui peut exister entre la philosophie approfondie et nos inquiétudes contemporaines? Vous avez dit déjà beaucoup de choses, mon cher Jean-François. Je pense qu'il est important de préciser qu'on est dans un monde, beaucoup le disent, un petit peu confus, où un certain nombre de repères se sont évanouis. On est dans une société sans doute en transition. L'ancien monde s'est un peu écroulé. Peut-être que nous sommes à l'aube de quelque chose de nouveau, mais on ne parvient pas bien à saisir à quoi ressemblera ce monde qui vient. Et donc je crois que la tâche de la philosophie, elle est de plus en plus essentielle. Le regretté Michel Serres disait qu'il faut essayer de ne pas faire partie de ce qu'il appelait avec ironie les grands papas ronchons, et je le rejoins tout à fait. Tout n'est pas négatif dans ce qui nous entoure, et j'essaye de mettre en évidence les facteurs positifs et de donner un peu d'optimisme à nos contemporains. C'est pour moi une des tâches majeures de la philosophie aujourd'hui. Alors le cycle que vous présentez à l'UTD est d'une richesse extrême. Je rappelle qu'en même temps vous êtes spécialiste de la culture, adjoint à la culture à la petite ville de la Garde, où vous faites un travail remarquable avec la municipalité. Je me souviens cet été d'une série de concerts au Mas Sainte-Marguerite. Donc vous êtes en même temps un philosophe, si je puis dire, qui met la main à la pâte sur le terrain de nos contemporains. Ce cycle de conférences, vous l'avez intitulé Philosophie et interrogation contemporaine. Alors il commence par... Il commencera le 10 octobre avec un thème dont on nous parle beaucoup depuis quelques années, les fake news. Fake news et post-vérité. Le mot fake news a été désigné comme mot de l'année en 2016 par un dictionnaire britannique. Donc les réseaux sociaux sont envahis de ces fausses nouvelles qui ont joué un rôle dans la campagne américaine, on en a beaucoup parlé, où Trump est sorti vainqueur. Donc comment se situer par rapport à ça? Quelles sont les typologies de ces fausses nouvelles? Pourquoi en sommes-nous les victimes? Et quelles sont nos armes pour nous en méfier? C'est tout cela. Donc il y aura des dimensions très concrètes. Et garder l'esprit critique. Il y aura une dimension très concrète et très je sais que ouverte de cette conférence. Vos conférences sont très suivies. Vous avez des gens qui viennent depuis plusieurs années. Tout à fait. Alors la deuxième sera consacrée là au vieillissement. Voilà, ça elle m'a été un peu suggéré par notre ami Alain Depied qui dirige magnifiquement cette université. Ça sera le 5 décembre. Alors on parle beaucoup effectivement de l'allongement de la durée de vie. C'est un problème démographique considérable. Certains sociologues ont parlé d'un pépi crash même en 2030. Bon, mais je ne suis ni sociologue ni démographe, donc je voudrais, bien sûr, je n'éviterai pas ces interrogations, mais je voudrais surtout aborder en philosophe cette question. Est-ce que, contrairement à ce qu'on a tendance à nous répéter, est-ce qu'il n'y a que des aspects négatifs à cet allongement de la durée de vie? On nous aura pas les oreilles. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas de merveilleuses perspectives dans l'âge avancé? Est-ce qu'il n'y a pas un renouvellement possible de nos vies? J'essaierai d'être positif et ceux qui me connaissent ne s'en étonneront pas. Vous savez, Ovide disait que la jeunesse commence à 60 ans. Voilà, tout à fait. Et Maurice Sarrex, que vous avez connu, tout à fait. Maurice Sarrex disait « En chaque homme, il y a une personne âgée qui sommeille. » C'est très joli comme formule, je ne la connaissais pas. La troisième conférence... Alors elle portera là aussi sur j'essaie de repérer des thématiques majeures qui préoccupent nos contemporains, ça sera l'intelligence artificielle. On a des discours apocalyptiques, certains nous annoncent que l'ordinateur va nous dépasser, que les machines vont s'emparer de la planète. Je voudrais faire la part des choses. On nous a parlé de singularité, ce moment où tout va basculer et où on perdra la main sur nos robots et sur nos machines. Donc je voudrais aborder ça sereinement, en montrant quelle est la part d'inquiétude légitime que nous devons
espoir, mais en même temps montrer qu'on est très loin de ces prophéties, de ces annonces apocalyptiques, et qu'en fait l'ordinateur est encore très très loin de prendre la main sur la planète. Là aussi, je serai positif en m'appuyant sur de grands spécialistes. Et enfin, donc, vous avez encore une conférence et une autre concernant alors l'actualité directe. Voilà, tout à fait. Alors en février, j'aborderai le fanatisme. Bon, alors le fanatisme, on en parle un peu moins aujourd'hui. On en a beaucoup parlé au moment des attentats islamistes. Ils sont apparemment un petit peu derrière nous, mais soyons méfiants. Certains politologues nous disent ça ne va pas disparaître comme ça. Donc qu'est-ce que c'est que cette résurgence du fanatisme? Voltaire a écrit un magnifique article dans son encyclopédie philosophique, dans son dictionnaire philosophique. Qu'est-ce que c'est que ce fanatisme? Où puise-t-il ses racines? Comment s'en protéger? Et pourquoi, au fond, l'homme devient-il cet animal fanatique alors que c'est l'être doué de raison, suivant des définitions célèbres? Donc on examinera toutes ces dimensions à l'occasion de cette conférence. J'ai oublié de dire que toutes mes conférences s'appuieront sur des diaporamas qui donnent un aspect un peu plus vivant, et même un dialogue avec votre public. Absolument. Et pour terminer, donc... Alors pour terminer, ça sera au mois de mars, le 19 mars, philosophie du miroir. C'est un sujet que j'avais abordé il y a quelques années. Le miroir, c'est un objet extraordinaire. C'est un objet ancien déjà, les Égyptiennes avaient déjà des miroirs qui n'avaient pas la qualité des nôtres aujourd'hui. Donc ce miroir qui inverse en fait notre visage, comme chacun le sait, c'est un objet, mais en même temps c'est plus que cela. On est un peu dans une société narcissique, disent certains sociologues et philosophes aujourd'hui. Donc comment nous comportons-nous? Est-ce que le miroir a pris une place excessive dans nos vies? Donc ça sera une interrogation à la fois physicienne, philosophique, sociologique, sur les représentations que nous avons de nous-mêmes. Les selfies, par exemple, font partie intégrante de cette interrogation. Voilà. Alors, à côté, vous avez une activité importante, d'abord comme écrivain. J'ai lu un livre qui est un de mes livres de chevet sur Nietzsche, où vous êtes un des spécialistes reconnus. Est-ce que la parole de Nietzsche, dont on a dit à droite, à gauche, au centre, on peut tout découvrir dans lui, est-ce qu'il nous dit quelque chose, puisque vous êtes là? Alors, je suis de plus en plus persuadé, au fur et à mesure que les années passent, que Nietzsche a été mon maître, dans la mesure où il fonctionnait, pardonnez-moi cette remarque qui peut paraître un peu mégalomaniaque, mais de la façon dont j'essaie de fonctionner aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a interrogé son époque en philosophe, qui a essayé de voir un peu plus loin que le bout de son nez, en faisant des annonces tout à fait spectaculaires, et c'est un prophète en même temps, je ne prétends pas prophète du tout, mais j'essaye aussi de regarder un petit peu en avant. Vous parliez de mon activité en mairie de la Garde, j'ai créé un cycle de conférences qui s'appelle Du haut du rocher, ou Du haut du rocher de la Garde, on essaye de regarder l'avenir, de donc regarder ça se passe à quel endroit? Ça se passe à la Garde, à Gérard Philippe, à la salle Gérard Philippe. Régulièrement dans l'année, j'invite de grands intellectuels, de grands écrivains. Autour de la pensée de Nietzsche? Pas ou bien forcément Nietzsche, c'est beaucoup plus vaste que ça. J'ai D'accord. aussi une manifestation que j'ai créée en 2012. Mon premier invité avait été Luc Ferry, donc ça avait lancé vraiment notre manifestation, qui s'appelle Thémar, où sur un thème donné, j'invite des philosophes et des artistes à réfléchir chacun avec leurs moyens, avec leurs méthodes, avec leurs techniques. Et c'est une manifestation qui perdurera, je l'espère, après que j'abandonnerai mes fonctions en mars 2020, parce que j'aurai été pendant 19 ans dans cette mairie et qu'il faut laisser la place aux jeunes. Écoutez, si toutes les mairies avaient l'intelligence de choisir des hommes de votre qualité, je crois qu'il y aurait dans la grande notion actuelle du vivre ensemble, parce qu'au fond, tout est une question d'idée, de volonté de l'idée de la part de nos édiles. C'est certain que la culture, non seulement c'est un enrichissement, mais c'est aussi un rempart contre certaines barbaries. Totalement. Alors, pour terminer, vous êtes philosophe et on le voit, tous les gens qui vous suivent voient que vous êtes dans le terrain, dans l'application. Quelle peut être la parole de la philosophie, alors du sens plus large, pour le vivre ensemble, pour le bonheur, pour la connaissance, mais au-delà, pour ce qui fait le bonheur de la vie commune de nos citoyens, en plein 21e? Il y a une double mission, alors je n'invente rien, il y a une mission qu'on pourrait appeler critique, vous
faisiez référence tout à l'heure, elle a commencé déjà au temps des Grecs, quand Platon combat les sophistes qui, selon lui, dégradent la vie de la cité, créent des dissensions, de la haine au sein de cette cité. La mort de Socrate en est un exemple tragique, la condamnation à mort du grand Socrate. Donc il y a une dimension critique qui reste très présente aujourd'hui, c'est pour ça que j'aborde des thèmes comme le fanatisme par exemple, et puis une dimension beaucoup plus positive où il ne faut pas renoncer, les philosophes sont un peu timides à mon avis à cet égard, à construire ce qu'on va appeler un peu pompeusement une vision du monde. Il faut s'appuyer sur les connaissances que nous avons aujourd'hui qui sont considérables. Il faut ne pas avoir peur des théories scientifiques sur lesquelles se sont toujours appuyés les philosophes. Aujourd'hui, la science a pris une telle extension que les philosophes sont un peu frileux par rapport à ça. Bon, moi, j'essaye de m'appuyer sur la physique quantique, sur la cosmologie, sur la biologie, pour essayer de construire une image du monde qui soit un peu rassurante et puis qui nous donne envie d'agir, de vivre et de vivre ensemble, comme vous l'avez dit très justement, parce qu'il y a une crise, bien sûr, de vivre ensemble. Et c'est aussi une des raisons d'être, je dirais, de la philosophie aujourd'hui. Philippe Granarolo, on peut également suivre votre pensée, votre démarche à travers un blog et un site qui est très riche. A été très actif pendant quelques années. Il est en réflexion, puisque au bout de quelques années, un site commence à être difficile à faire évoluer. Donc il va réapparaître sur la toile très prochainement. Il sera très enrichi. On y trouvera des conférences, des audios, des vidéos. Donc on pourra passer de nombreuses heures, pour ceux qui s'y intéressent, sur mon site qui réouvrira dans quelques semaines. Alors, sur votre table, vous parlez de table. Est-ce que vous êtes en train de préparer quelque chose? Tout à fait. Alors allons-y, c'est un scoop. C'est assez curieux parce que je n'attendais rien de particulier en 2019 et finalement j'ai pratiquement 3 ouvrages qui vont sortir plus ou moins. Il y a cet ouvrage sur Nietzsche que vous citiez tout à l'heure, L'individu éternel, qui va être réédité. Vraiment, fait le plaisir de m'apprendre qu'il va sortir dans quelques semaines. Dans quelques Mais nous le mettrons en ligne, on mettra le texte de la page de garde. Ensuite, j'ai écrit, je parlais de physique quantique il y a quelques secondes, avec mon amie Virginie Langlois, qui est une très bonne romancière. On a écrit en commun, avec un troisième comparse, qui est une dessinatrice de livres pour enfants, un livre très accessible, les enfants peuvent le lire, sur la physique quantique et en quoi elle renouvelle notre regard sur la réalité. Et puis, j'ai pris le risque d'écrire non pas en italien, mais c'est un ami qui va me traduire parce que je ne manie pas suffisamment bien l'italien pour me lancer dans l'écriture en langue italienne, même si je baragouine un peu l'italien. Donc je vais reprendre ce que j'avais fait en français, les carnets méditerranéens. Ça s'appelle le journal italien de Nietzsche, où je vais bien sûr rajouter des chapitres sur Turin, sur Rome, sur tous ces séjours. Qui a été décisif avec cette rue où il y a une plaque. Complètement. En voyant un cheval maltraité. Le cheval, voilà. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à rajouter de nouveaux chapitres et ce sera un tout nouveau livre qui sortira en langue italienne cette fois, je pense début 2020. Et mon ami traducteur me dit on ira faire des conférences tous les deux à Turin. Voilà. Donc vous voyez, les projets ne manquent pas. Très bien. Philippe Granarolo, nous vous remercions. On vous souhaite une bonne année culturelle puisque c'est la rentrée pour tout le monde. Et en espérant que l'on se retrouvera l'année prochaine avec d'autres projets. Et encore bravo, j'insiste vraiment sans flagornerie sur l'action que vous menez dans la ville de la Garde et ses environs. Merci, à bientôt. Merci. Parfait.